Hop là, pardon, excusez-moi. Juste un tout petit peu de retard. Là, ok, j'étais à la bourre. C'est bon, j'ai mon téléphone là, tout va bien. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, malgré ce temps pourrave. Moi, la semaine dernière, je pensais qu'on allait arriver en été. Là, je suis d'une déception folle de ressortir le hoodie. Ce soir, pour ce 1er avril, et c'est pas une blague, je vais vous présenter une voiture, et c'est toujours pas une blague, que j'aime bien. Osez me dire qu'elle n'est pas incroyable. Pour ceux qui ont eu la notif, on est vraiment sur l'archétype du vous demandez à un enfant de dessiner une voiture. Alors, on va la passer en revue parce qu'il y a plein d'anecdotes, il y a plein de choses à dire sur cette voiture. Elle est fabuleuse. Alors, une épave. Ah, dès le début, comme ça, on commence, on attaque en disant une épave. Comment ça, une épave? Elle est incroyable. Alors, en plus, elle est en putain de bon état. Ce qui n'est pas tout le temps le cas pour ce genre de véhicule, mais là, elle est superbe. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, installez-vous confortablement. Nous allons ce soir présenter une Lada Gigouli, mais ce n'est pas vraiment une Lada, car ce modèle est une... On est de retour, tout va bien, et promis, ce coup-là, c'était pas un poisson d'avril, c'était pas prévu du tout. Normalement, on est bon, on est de retour, on devrait être de nouveau connecté. Revient, c'est pas drôle. Bien fait de changer le PC de stream. Hein, on se disait, ah là là, l'ancien PC est en train de lâcher, il faut changer le PC de stream. Mauvaise idée. Décalage son, on va travailler sur ça, ne vous en faites pas, on va revenir. Mais je vais juste avant terminer la phrase que j'avais entamée, avant de passer bien évidemment aux remerciements. Nous sommes sur une authentique Svaz 2105. Ça veut dire que ce n'est pas un modèle export, c'est un modèle qui était vraiment fait pour le marché de, à l'époque, l'URSS. Voilà, hein, c'est pas la Russie, on est avant la chute du mur de Berlin en 1989. Me demandez pas plus de dates historiques. Celle-là, je la retiens facilement parce que c'était le jour de mon anniversaire. Enfin, c'est l'année de mon anniversaire. Décalage. On va travailler sur ça juste avant de passer au décalage. Merci beaucoup à Al-Aksulum, merci à Makai84, merci à Trib, merci à Manon0070 pour les 5 subs offerts. Merci à Opanbiana83, merci à Master Bob, merci à j'ai perdu Guillaume. Merci beaucoup à Super Nike, merci beaucoup à Griffourge de m'avoir prévenu que j'étais à la bourre. Et merci à Z17. Merci à tous et à toutes. On est donc apparemment avec un décalage son. On va régler ça tout de suite. Est-ce qu'on a un décalage son sur une autre cam? Parce que là, j'ai un décalage son. Je peux le faire à la volée après. Hein. Et ici? Oui, non, non, non. Nope, du tout. Là non plus. S'il n'y a pas de décalage son, on continue comme ça, on est parfait. Hein. Nous sommes donc sur cette superbe voiture qui nous a été très gentiment prêtée par Charles. C'est parce que, autant vous dire, ils en ont fabriqué beaucoup, mais des modèles non prévus pour l'export, il n'y en a pas moult dans nos contrées. Et il y a tant de choses à raconter dessus. Alors, j'ai découvert cette voiture assez tard.
avec les vidéos dashcam sur YouTube d'accidents en Russie, parce que c'est une voiture qu'on voit quand même encore beaucoup aujourd'hui, sachant qu'elle a été vendue jusqu'en 2006. Elle a eu une longue vie. Vraiment, ils ont poncé le système. Merci beaucoup à York pour ton subprime. Je suis navré si ça ne se prononce pas comme ça. Vous en faites pas, de toute façon, il y a du russe à lire ce soir, donc je vais esquinter beaucoup de langues. Merci à Yatessi06 et merci beaucoup à Mylène V pour ton 4e mois de sub. Vendu jusqu'en 2012, pardon? Non. Attendez, j'ai regardé, j'ai vérifié parce que alors. 2006 2010. Correction, 2010. Je viens d'avoir l'AVAR. Vient de me confirmer, c'est 2010. Attendez. Je vais rechecker quand même. Alors, ce n'est pas pour le coup ce modèle-là, parce que ça, c'est une 2105. Ça a commencé à 2101 et ça s'est arrêté à 2107. Donc, il y a eu plusieurs modèles. Mais cette base a duré pendant 30 ans. 30 ans. Même plus de 30 ans. S'ils ont commencé. Attendez, je suis en train de vérifier. Est-ce que là, maintenant, j'ai un doute sur le... Moi, j'ai 2006. 2010. Ah non, pour la 2105, 2010. Autant pour moi. Ça a commencé en 1970 jusqu'en 2010. 40 ans. 40 ans. Pendant 40 ans, ils l'ont fait. Mais c'est une voiture donc, qui était vendue en URSS. Cependant, et c'est ça qui est un peu marrant, c'est qu'à la base, alors la base des bases, ce n'est pas une vase. Et j'ai vu dans le chat, aficionados que vous êtes de ce genre de bizarrerie, c'est une Fiat 124. Alors, la base est une Fiat 124. Quand, en 1970, ils l'ont commercialisé, il y a eu, comme qui dirait, pas mal d'évolutions. Parce que, comment vous dire, ils savaient que la Fiat 124, s'ils la refaisaient telle qu'en Russie, elle n'allait pas durer longtemps sur leur route. Alors, pardon, j'aurais pas aimé être la personne qui a dû prévenir le parti à l'époque. Super idée, mais on a essayé la voiture et elle ne tient pas du tout le coup, donc il va falloir qu'on la renforce. Et d'expliquer au parti, il va falloir par exemple qu'on la surélève par rapport à la Fiat 124, parce que nos routes, elles sont trop pourries. Je ne sais pas si vous avez étudié un petit peu la Russie, enfin l'URSS à l'époque. Je ne sais pas, mais à mon avis, au moment où tu sors ce genre de choses, quelques minutes après, il y a quelqu'un qui vient te chercher et qui te pose beaucoup de questions sur à quel point tu es attaché à la mère patrie. Parce que là, tu viens quand même de juger comme quoi beaucoup de gens au-dessus de toi font de la merde au niveau de l'état des routes. Donc, c'est une des premières choses qui a été modifiée sur cette voiture. Pour resituer, nous sommes à l'époque de l'URSS. Il y a, pour simplifier, 3 marques de voitures. Vous avez donc les îles qui sont... Comment on pourrait dire ça? C'est un peu... comment on peut expliquer ça? Les îles, c'était vraiment quand tu étais le président, quoi. C'était le maxi, c'est la Rolls, d'accord? C'est vraiment réservé aux gens de tout en haut, de tout en haut, de tout en haut, de tout en haut, de tout en haut du parti. Voilà. Ensuite, et là, je sais que je vais en intéresser quelques-uns, vous aviez bien évidemment les Tatras. Fallait le dire, je suis désolé, mais oui, quand vous étiez aussi un petit peu moins important, mais que vous étiez quand même bien placé dans le parti, vous pouviez rouler en Tatra.
Est-ce que j'ai besoin de resituer les Tatras? Je pense que vous avez à peu près tous les anecdotes sur les Tatras. Et pas Tatras, oui, non. Ah non. Vous aviez les Tatras, mais ça, c'était vraiment pour les ministres, quoi. Voilà, on est juste en dessous, mais important. Et ensuite, il a fallu faire une voiture pour monsieur et madame tout le monde. Il a fallu rendre un peu l'automobile disponible au plus grand nombre. Et on est arrivé sur quelque chose un peu comme la Ford T. Voilà, on est sur l'équivalent de la Ford T. Ford T de l'autre côté du mur de Berlin, quoi. Donc on est quelques années après. La Jiguli. L'ADA, pour le moment, on n'y est même pas encore. Hein. L'ADA, c'est au moment où ça a été exporté. Là, on est vraiment à l'entrée de l'entrée de l'entrée, la Jiguli. Et donc, ce soir, nous allons présenter les petits trucs sympas qu'il y a dessus, les petites histoires, comment ils ont choisi le nom, de combien ils en ont fait, de qu'est-ce qu'ils ont dû adapter, de qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire aussi. Parce que alors, je n'avais pas l'anecdote avant de me renseigner pour le live de ce soir. Comment dire? Sur certains points, ils ont peut-être poussé un peu le concept. C'est pas resté, mais ils s'étaient dit, why not? En vrai, ça se tente. Merci beaucoup à Mathéo. Désolé pour le retard, ne t'inquiète pas, j'étais en retard aussi. Et en plus, j'ai réussi à faire planter le PC minute 1. Donc vraiment, vous êtes large, monsieur. Merci à Hiro Asaka. Et merci beaucoup à Nowiris, et Whiteman, et Guarlock, et Veinikel, et Mylène V pour vos resubs. Alors oui, je vois dans le chat, c'est pas une Lada. Désolé, ce n'est pas une Lada. Je crois que d'ailleurs, je n'ai pas mis Lada dans le. Normalement, je n'ai pas mis Lada. J'ai fait attention, ce n'est pas une Lada, parce que celle-là, c'est un exemplaire non export. Donc, c'est vraiment une vase Jiguli. Alors, avant qu'on commence à faire un tour rapide, merci à Izzy pour ton subprime. Jiguli. Alors, je l'ai écrit maintenant, parce que vous savez que je suis dyslexique, donc déjà, l'orthographe de base, c'est pas mon truc. Ça ne s'écrit pas avec un G. Si quelqu'un fait l'écriture, est bon en orthographe, s'il peut m'expliquer pourquoi ZHI, ça fait J, je suis preneur. Je suis complètement preneur. Merci beaucoup à la petite pomme bleue pour ton resub. Si tu veux pas rouler avec celle-là, elle est en meilleur état que le Raptor. Alors j'ai Charles qui est en train de se marrer derrière de cette vanne, sachant que c'est sa voiture. Et merci beaucoup à toi de cette vanne. Alors sachez que le Raptor, je l'ai. Comment je peux. Est-ce que j'ai vraiment envie de me justifier? Voilà, j'ai pas envie de me justifier en fait. Le Raptor est formidable dans son cas. Et cette voiture-là, de toute façon, ne dépasse pas les 110, 120 sur autoroute, tandis que le Raptor peut. Quand la boîte de vitesse déconne pas et qu'il ne vous envoie pas dans le mur. Et que vous arrivez à trouver de l'éthanol vu le prix de l'essence en ce moment. Merci beaucoup à Frisbee59 pour ton 14e mois. Je vais poser cette balle de tennis parce que sinon je ne vais pas arrêter de la triturer de la soirée et ça va vous casser les couilles. Donc, où est-ce que j'ai mis la caméra? Qu'on puisse faire un petit tour. Très envie de vous montrer, alors, avant d'attaquer plus en détail. Attendez, c'est pas la bonne caméra. Hop, c'est la 2 que je voulais mettre. Voilà. On va pouvoir enlever ça et on va garder juste celle-là. Oh, parfait. Première chose, comment on sait que c'est une vraie vase 21
05 et donc pas un véhicule, pas une Lada. Elle n'était pas prévue pour être vendue en dehors de la Russie, enfin de l'URSS à l'époque, puis la Russie, parce qu'ils ont continué après que l'URSS soit tombée. J'adore. C'est écrit en cyrillique. Alors, j'imagine que c'est écrit en cyrillique. Je lis pas je suis navré, je ne lis pas. Mais c'est, en tout cas, Google Traduction m'a dit que c'était du cyrillique. Et ça, bien évidemment, sur le modèle export, ils ne l'ont pas fait. Vous avez donc, et comme vous pouvez voir, nous sommes vraiment sur dessine-moi une voiture. On a vraiment les formes les plus basiques possibles d'une auto. Ah, sur ça, ils se sont... Oups là, pardon. Le but n'était pas là. Quel était le but de cette auto? C'était de proposer une voiture pas chère au plus grand nombre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir optimiser au maximum? Comme je vous disais tout à l'heure, ils sont partis. Merci beaucoup à Judave pour les 10 subs offerts et merci beaucoup à Frisbee59 pour ton sub offert. Ils sont partis d'une base, la Fiat 124. Ils l'ont prise, ils l'ont essayé et ils ont relevé tous les trucs qui allaient pas. Voilà. Donc, ils ont dû faire un peu de modif. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, chose numéro 1, surélever l'auto. Parce que les routes étaient trop pourries là-bas. Vraiment, la personne qui a osé dire ça à l'époque, là-bas, costaud. Ils ont renforcé la carrosserie. La voiture fait 100 kg de plus. Alors celle-là, en plus, ce n'est pas la 2101, c'est la 2105, donc ce n'est pas la première phase de la Gigouli. Mais ils ont augmenté la taille des tôles parce qu'il fallait que ça dure. Comment je pourrais vous décrire? C'est pas parce qu'il y a du mastic derrière. Je ne sais pas si vous l'entendez quand je tape dessus, mais c'est épais. D'accord? Fallait que ça tienne. C'est du costaud. Il fallait pas que la voiture ne dure pas longtemps. Alors, même au-delà de ça, il fallait que la voiture tienne longtemps. Parce que quand vous commandiez ce genre de voiture, vous pouviez attendre 10 ans pour la recevoir. Ça veut dire que tu prends possession de ta première voiture, en partant de la concession, tu poses un deuxième bon de commande. Comme ça, tu es sûr que dans 10 ans, tu pourras la remplacer. Cette voiture, pour l'anecdote, a été achetée par une coopérative, si je ne me trompe pas, Charles, une coopérative du charbon. Alors, j'aurais pensé que les coopératives, un peu à l'image de la Tatra d'Arthur, roulaient tous avec des Tatras. Apparemment, dans la coopérative du charbon, il y avait peut-être moins de budget, et donc certains roulaient en Lada. Alors, pas en Lada, pardon, en vase Gigouli. Quand ils ont sorti cette voiture, donc, ils ont dû l'adapter. Comme je vous disais, ils ont déjà surélevé la voiture. Ils ont augmenté l'épaisseur des portes, de tous les panneaux d'ailleurs, pas que des portes, mais sur les portes, ça s'entend bien, bien costaud. Surélevé la voiture et, par exemple, parce que ça, c'est quelque chose qu'on nous pose souvent comme question. Comment vous expliquer? À l'arrière, sur la Fiat 126, c'est des freins à disque. Ils ont dit trop fragile. Frein à disque, trop fragile, c'est pas bon. Ils sont repassés sur des tambours ventilés en aluminium. Alors, je voulais vous lever la voiture. Malheureusement, le pont est juste trop petit pour que ça passe dessus. Il y a vraiment 1 millimètre. Je suis vraiment navré. Après, en dessous, il n'y avait pas tant de choses à montrer. Donc, voyez le bon côté. Hop.
Et vous voyez là les petites ailettes qui dépassent du frein à disque ventilé, du frein à tambour ventilé qu'ils ont mis en place pour la renforcer. Ils ont pété des câbles sur ces voitures. Ils voulaient donc que ce soit fabriqué au maximum en Russie et ils se sont retrouvés, merci beaucoup pour le train de la hype niveau 6 qui vient de se terminer, pas montrer la rouille. Joseph voulait pas montrer la rouille, elle n'est pas rouillée celle-là. Alors il y a 2-3 petits points de rouille, c'est une voiture qui a plus de 30 ans, elle est de 1985, pardon, 1985, donc autant vous dire, on peut lui pardonner. Elle a été repeinte, mais c'est la couleur d'origine. Ils ont donc mis des disques, des tambours à l'arrière, mais c'est pas tout. Il fallait que la voiture soit costaud. Ils avaient peur que le moteur de Fiat, qui était un moteur basique, soit pas assez robuste. Ils ont repris la base du moteur et ils vous ont mis un arbre à câble en tête. Mais, et c'est là que c'est un peu marrant, sur le moteur, ils sont par moment allés un peu plus loin. J'ai pas réussi à retrouver les sources de tout. Ça, je l'ai vraiment appris aujourd'hui parce que je pensais pas que c'était possible. Ils ont mis des moteurs rotatifs dans certaines. Tout à fait, tout à fait. Vous avez ça qui a été fait avec des moteurs rotatifs pour la police et le KGB. Vous savez, les moteurs rotatifs, c'est un petit défaut, c'est au niveau de la longévité du véhicule. Enfin, un moteur rotatif a tendance, la plupart du temps, pas tendance, carrément, s'use plus vite. Ils ont vite arrêté quand ils se sont rendus compte qu'au bout de 20 000 bornes, il fallait changer le moteur ou le rebuild, le refaire. Et là est une petite subtilité. Il paraîtrait. Je n'ai pas réussi à retrouver assez de sources sur ce point-là, donc je le mets entre guillemets. Il paraîtrait qu'il a même été fait un moteur, 3 rotors rotatifs. Déjà, il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont eu ça. Pour le chef du KGB. Le mec pesait, il s'est fait une petite gigouli, création perso. Vous savez, il voulait le modèle différent, juste pour lui. Bruit d'une RX-7 dans une caisse ravagée. Mais oui, non, mais incroyable. Je ne sais pas s'il y en a encore en circulation, mais dites-le, si quelqu'un a ça sur Instagram, juste j'aimerais entendre le bruit d'un rotatif qui sort de ça. Si quelqu'un en a une avec le moteur rotatif, par pitié, envoyez-moi une vidéo sur Instagram. Alors, pas celle avec les 3 rotors, parce que celle-là, je pense que ça va être quasi impossible à retrouver. Mais imagine, tu es en train de rouler tranquillement dans ta gigouli de base, tu viens de faire un excès de vitesse, et là, tu as un moteur rotatif, voiture de police gigouli qui vient te rattraper, lancé à 7000 tours, avec le rotatif qui hurle, ça devait être une dinguerie absolue. Comment ils ont. Moi, c'est vraiment c'est la réflexion. Comment tu te dis, il faut que j'arrive à monter la puissance de la voiture? Parce que là-dedans, vous n'avez pas une très grosse cylindrée, hein, un moteur 1200. Augmenter la puissance de la voiture, l'ingénieur s'est dit, bah ouais, on met un moteur rotatif. Il y a 1 million de solutions avant d'arriver à ça. Alors, je sais que le moteur Wankel / moteur rotatif, pendant des années, plein de gens pensaient que c'était le futur de l'automobile. Parlez-en à Citroën. Ça n'a pas marché tout le temps. Ils ont essayé, hein. Ils ont essayé, mais c'était pas. On n'était pas forcément sur le move du siècle. On ne se le cachera pas. On n'était pas sur. Oui, alors vous avez la M35 qui est un très très bon exemple. Alors là, vous avez pris l'exemple final de ce qu'il ne fallait pas faire dans l'automobile. Le châssis tient les 120. Ouais, non, mais il faut le. Le châssis est lui aussi renforcé. Vraiment, cette voiture, et c'est pour ça qu'elle s'appelle d'ailleurs Alors, pourquoi elle s'appelle la Gigouli? La voiture s'appelle la Gigouli
Parce qu'ils ont fait un sondage sur un journal à l'époque où des gens ont proposé plein de noms. Et en fait, Gigouli, c'est le nom d'une montagne slash un mont qui est à côté de l'usine qui fabriquait les premiers modèles. Voilà, c'est comme si tu fabriques une voiture dans Paris et que tu l'appelles la Montmartre, parce qu'en fait, il y a une montagne, enfin un mont qui s'appelle Montmartre à côté. Oui, alors, Charles me dit un truc très juste, c'est vrai que pour Tatra, ils avaient fait la même chose, que Tatra vient du nom aussi des montagnes à côté, enfin, des chaînes de montagnes qui est juste à côté, donc bon, ils ont voulu rester dans la même idée, voilà, ils ne sont pas embêtés. Mais il y a autre chose que j'adore dans cette voiture. Et ça existait d'époque, alors ça a été refait sur celle-là, mais attendez. Hop. Hop là. Le sol est en sky. C'est pas incroyable? Ils ont fait un sol en sky. C'était une option. Alors, c'était pas dans toutes. Le sol est en sky. Biton, en plus. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. C'est... En plus, vous savez vraiment la base. Il y a rien. Ils ont rien mis de plus. Ils ont mis vraiment, il me faut une voiture. Et d'ailleurs, ça a tellement été une voiture de base, enfin une voiture de base. C'était la Ford T de l'époque, qui lui ont trouvé un petit surnom. Alors, je vais essayer de le prononcer correctement. Je me suis noté, parce que alors, ce surnom-là, la Kopeyaka. 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 Je suis désolé. Alors, s'il y a des gens qui parlent en russe, vous pouvez y aller. La Kopeyaka. C'est son petit nom, c'est son petit surnom. Et pourquoi ils l'ont appelé comme ça? C'est tout simple. En fait, c'est le nom de la plus petite pièce de monnaie en Russie. Je pense que tu peux difficilement rentrer plus dans l'esprit des gens quand la voiture s'appelle par sa définition propre, qui est la voiture la moins chère possible et la plus costaud possible. Pour les faits qu'il fallait l'adapter à des routes plus compliquées, il fallait que le châssis soit plus costaud, il fallait que la mécanique soit simple à faire soi-même. On verra tout à l'heure, on lèvera le capot. Il y a plein de choses où ils se sont dit il faut que ça tienne. Vous aviez par exemple la possibilité de l'avoir avec une manivelle pour la démarrer. Alors sur des voitures d'avant-guerre slash jusqu'à les années 50, allez 60, c'était commun. Là, ils savaient que ça allait rouler dans des zones très très froides. On sait que dans le très très froid, les batteries, ça les éclate. Donc, ils ont dit, on va mettre une manivelle. Problème, solution. Voilà, il y a un souci. La voiture, elle n'est pas assez costaud, on fait des panneaux plus épais. Le disque à l'arrière, il n'est pas assez costaud, c'est pas grave. On le vire, on met une grosse pièce d'alu, on met un tambour, hop, ça va tenir. Tout est pensé, rationnel, costaud. Bon, vous me direz, comme je vous ai dit, à un moment, ils ont fait des moteurs rotatifs pour les véhicules de police, mais là je soupçonne, il devait y avoir un mec qui était fan de NSU ou ce genre de truc, ou qui adorait les Citroën. Il a vu que de l'autre côté du mur, il y avait un truc cool avec un moteur rotatif qui faisait un bruit incroyable. Il s'est dit, allez, au pire, on tente 20 000 bornes. 20 000 bornes. Je ne sais pas en moyenne combien une voiture de police ça parcourt par an, mais 20 000 bornes, je sais que ce n'est pas suffisant pour un véhicule de police. Ça me rappelle, pardon, il y a quelqu'un dans le chat, Haruku, qui nous rappelle effectivement alors l'anecdote du crayon à papier dans l'espace où on ne pouvait pas utiliser de crayon à papier, qu'ils ont payé des millions d'euros a priori pour pouvoir faire un stylo, parce que sans gravité, un stylo à billes standard ne fonctionne pas. Je ne sais pas si l'anecdote est vraie, parce que j'avais vu que cette anecdote était peut-être un petit peu exagérée, un peu, mais bon. En tout cas, oui, c'est un peu, vous avez
Bah, il suffit de voir le vaisseau Soyouz des Russes pour aller dans l'espace. Simple, basique, ça fonctionne, on ne touche pas. Ça ne fonctionne pas, on renforce. Mais on ne va pas sur un... Si c'est vrai, c'est faux. Ouais, alors j'avais vu beaucoup de choses dessus. Donc pour reprendre, c'est une légende urbaine qui aurait tendance à dire que la NASA était embêtée parce qu'au début, ils voulaient utiliser des crayons de papier pour noter des choses quand ils étaient dans l'espace. Petit souci, c'est que la mine de crayons à papier, c'est conducteur. Donc, si vous commencez à écrire dans un module spatial avec un crayon à papier et que ça fait des petits morceaux de carbone qui partent un peu partout, et que ça vient par exemple se poser sur une carte électronique qui permet de gérer l'arrivée d'oxygène à l'intérieur de votre module Apollo, c'est chiant. Donc, une légende dit que la NASA aurait dépensé des millions d'euros pour pouvoir trouver une solution d'un stylo à billes qui fonctionne dans l'espace. XX. J'ai un doute. J'ai un doute, et ça fait tellement longtemps que cette légende urbaine circule que maintenant, c'est quasi impossible de trouver de remonter le fil pour savoir si oui ou non. Faudrait quelqu'un a le mail de la NASA, parce qu'au pire on peut. Pardon, je viens de voir lire. Je viens de voir le Nurchil Villebrequin. On peut pas écrire avec du scotch. Ouais, c'est vrai que c'est pas con. Ouais. Alors petite anecdote sur ce modèle-là. A priori, ils ont fait très très attention, et je comprends vu le climat général en Russie, au fait que le chauffage marche hyper bien. Il y a plein d'anciennes où vous caillez les miches longtemps. Celle-là, ce n'est pas le cas. Il y a un chauffage digne d'une centrale nucléaire. Ouais, 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 ça passe. Ça passe. Ça va. Techniquement parlant, oui, une centrale nucléaire, c'est juste un gros chauffage, oui. S'il y en a qui bossent dans le nucléaire, ils doivent être là. Mais non, non, c'est plus compliqué quand même, Joseph, s'il te plaît. Là, tu... Oui. Cette voiture, d'ailleurs, elle a... Alors, une voiture qui est apparue dans des 007. Vous avez un épisode d'un 007 où vous avez une Gigouli, donc, qui poursuit 007 dans son Aston Martin. Et c'est la fameuse voiture où, à la sortie des roues de l'Aston Martin, vous avez un laser. Et James Bond vient découper la Gigouli en roulant et la voiture vient se séparer en deux. Vu l'épaisseur de la tôle, c'est doublement faux. Et ensuite, on en a revu dans d'autres épisodes plus récents. Je crois que c'était dans GoldenEye, mais là, c'est moins une voiture importante. C'est vraiment, vous la voyez en fond vite fait, mais bon. Pourquoi voilà, c'est pas pourquoi. En fait, cette voiture-là, quand elle a été exportée, ils ne voulaient pas utiliser le nom Vaz. Vaz. Vaz, Vaz, Vaz. Je ne saurais pas comment le prononcer. Vaz. Peut-être qu'il y a des gens qui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des notions de russe? Vaz, en tout cas. Il fallait lui trouver un nom pour l'export. Et c'est là qu'est arrivé le nom Lada. Alors, ils ont fait pareil. Ils ne sont pas embêtés en termes de stratégie commerciale. Ils ont refait un jeu concours où vous pouviez proposer des noms pour la voiture. Et le nom qui a été sélectionné, c'est Lada, qui, en gros, veut dire mon amour. C'est moi. Je répète, il fallait donner un nom à la voiture pour l'export. Et il a été choisi Lada, qui veut dire mon amour, mon petit amour. Je l'adore. Hein. J'aime beaucoup cette voiture. Je pense que c'était peut-être pas le meilleur nom ou le nom le plus adapté pour cette voiture-là. Voilà, c'est mignon. La petite voiture mignonne, je sais pas, il y avait peut-être d'autres choses. Lada, mon amour. Oui, c'est Kiki. Merci beaucoup à Flup pour ton 12e mois.
Anecdote dans l'anecdote. Il y avait un autre nom qui a failli être retenu. Et ça, par contre, j'aurais adoré, j'aurais vraiment adoré qu'ils gardent ce nom-là. Mais il y a un multivers. Sachez qu'il y a un multivers où... pardon, excusez-moi, je suis en train juste de corriger une chose. Il y a un multivers où ça s'est passé. Voilà. Elle a failli s'appeler la Madonna. Ça aurait été incroyable. Imaginez que là, c'était le procès du siècle. Vous avez ça. Oh, ils auraient peut-être fait une édition spéciale Madonna. Elle a failli s'appeler la Madonna. Sauf que la Lada, c'était pas mal. Mon amour, c'est salé. La Madonna, le procès, il aurait été terrible. La Lada, voilà, ils ont gardé ça. C'est le nom de la marque, hein, c'est pas le nom du modèle, Lada. Parce que vous avez la Lada Niva, autre. Et là, vous avez donc une Lada 2105. Donc, la 2105, elle fait partie à peu près du milieu des années de production. On a commencé à la 2101, on a arrêté à la 2107. Et en même temps, il y avait plusieurs modèles qui se côtoyaient. Et vous aviez, par exemple, si vous vouliez le modèle un peu plus luxueux, pour en imposer un peu plus en gigouli, la 2106. C'est un peu... Ouais. Je sais pas. Je pense que, quitte à prendre une voiture où tu es sûr que tu veux pas qu'elle te lâche, prends avec le minimum dedans, comme ça, moi, tu n'es pas embêté. Ouais, c'est bon, c'est mon humble avis. La Madonna. Si vous imaginez, elle se serait appelée vraiment la Madonna, mais incroyable. Incroyable. C'est une voiture, donc comme je vous disais, qui a été vendue de 70 à... Alors, on a un doute là, le chat, on n'est pas tous d'accord. Pour moi, c'était 2006, certains disent 2010. Je vais vérifier, est-ce que vous me foutez un doute là maintenant? Alors, elle a été produite très très longtemps, hein, c'est pas pour rien. Et je vais vous donner la quantitas qui a été fabriquée. C'est l'URSS, j'ai l'impression qu'il sortait pas souvent des trucs. Par contre, quand il les sortait, ça se vendait beaucoup, quoi. Genre, il n'y a pas eu beaucoup de bangers, mais à chaque fois, quand ça commençait à être banger, c'était banger. Exemple, il y a un des jeux qui reste quand même toujours un des jeux les plus vendus au monde, je vous rappelle, c'est Tetris. Et Tetris, il a commencé à être édité, l'URSS existait encore. Lada Gigouli. Oui, sinon, tu peux. Effectivement, c'est la Lada Gigouli 2105, ce modèle-là. Je vais rechecker. Ce que vous me mettez un doute. Et c'est bien de se remettre en question. La 2105 s'est arrêtée en 2010. Elle a commencé en 79. Et j'arrive pas à trouver de véhicule qui a été vendu après. Hein. Attendez, je check comme pour pas vous dire une bêtise. Si quelqu'un a la notion dans le chat, allez-y, hein, n'hésitez pas. Non, pour moi, c'est 2010. La 2105 s'est arrêtée en 2010. C'est la dernière. Après, il y a la 2107, donc la toute dernière. 2107, fin de production. Ouais, 2010 est encore en prod. Fini la question. C'est-à-dire, vraiment, en 2010, tu pouvais continuer à acheter ça. Et sur plein d'aspects, c'est brillant. C'était toujours le même moteur. C'est le même moteur que celle de base. 2012, fin de la 07. Ok, alors autant pour moi, la 07 s'est arrêtée en 2012. Donc on a une production de 1970 à 2012. C'est... Allez,
pour le chat. À votre avis, ils en ont vendu combien? Soit, je vous laisse, vous avez deux choix de réponse. Combien ils en ont vendu? Allez pas voir sur Google. Ou, dans le classement des voitures les plus vendues au monde, elle est top combien? 2 millions. Je parle de toutes les gigoulis. Je veux toutes les gigoulis du début à la fin. Je vois des réponses qui sont pas loin. Et je vois des réponses qui sont très Google. Parce que je me suis fait avoir aussi sur Google, parce qu'ils donnent, ils donnent la production totale, mais seulement par année. Donc il faut que vous fassiez l'addition de tout. 50 millions? Non mais 50 millions, s'il te plaît. Pas possible, 50 millions. Imagine. 50 millions d'unités. Non mais, pas déconner quand même. S'il te plaît. Après, je sais plus, Tetris, c'est quoi? Je crois que c'est 1,5 milliard d'unités de jeux vendus. On est sur un jeu. Je l'ai mis dans le titre. Alors, ça me montre quelque chose, c'est que c'est pas forcément important ce qui est marqué dans le titre, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas répondu à la bonne réponse. Mais... Oui, bah top 3, oui, je l'ai marqué dans le titre. Ce génie. Ah bah oui, oui. Bah tu te rends compte, attends, j'ai écrit le titre il y a quoi, 45 minutes, j'ai eu le temps d'oublier 10 fois. C'est bien ça le problème. Merci à Funbière pour ton resub 35e mois. Donc oui, c'est la voiture, la troisième voiture la plus vendue au monde. Vous le découvrez maintenant? Alors quand on parle de la voiture la plus vendue, c'est un peu comme pour la coccinelle. En coccinelle, il y a eu quand même plusieurs phases. Là, c'est pareil, il y a eu plusieurs phases entre la 21.01 et la 21.07. Il y a eu quand même des évolutions, il y a eu des restylages, il y a eu plein de choses qui ont évolué. La partie, par contre, la base, la mécanique, tout ce qui fait le corps de l'auto est resté le même. C'est la troisième voiture, c'est la troisième base de voiture, c'est même la troisième voiture. On va refaire la phrase. C'est la troisième voiture la plus vendue de tous les temps, avec plus de 19 millions d'unités. Et des fois, on essaye de faire des trucs compliqués. Non? Il y a l'ESP, bon, comment te dire? On n'était même pas à un moment où on commençait à y réfléchir. Alors non, je viens de voir quelqu'un qui a posé la question, enfin qui a posé la question si la Cox était la voiture la plus vendue au monde. Non, la coccinelle n'est pas la voiture la plus vendue au monde. La voiture la plus vendue au monde de tous les temps, sur un modèle, c'est la Ford T. J'adorerais un jour vous en présenter une en live. J'ai un peu d'affect sur cette voiture et en plus il y a plein de trucs sympas. Petite anecdote rapide, aujourd'hui ça nous paraît complètement sensé que les pédales soient placées accélérateur, frein, embrayage. À l'époque, ce n'était pas encore gagné. Donc la Ford T a des petites bizarreries comme ça. Un jour, si j'arrive à en avoir une sous la main que je peux amener à l'atelier, ce sera incroyable de vous présenter toutes les... c'est comme dans les jeux vidéo. Vous savez, il y a des choses qui, aujourd'hui, vous paraissent sensées et actées de base, parce qu'on a tellement été habitué que ça serait un non-sens de faire autrement. Vous voyez un cœur, le cœur me fait remonter la vie. Genre un jeu vidéo où tu vois un cœur que tu prends et que tu perds de la vie, enfin, si vraiment t'aimes pas l'humanité si tu fais ça, mais tu vois, je sais pas, une échelle avec un gros coup de pinceau dessus, tu sais que c'est par là qu'il faut aller. Alors, à mon plus grand regret, Ubisoft, arrêtez de faire ça s'il vous plaît, mais l'automobile, il y a plein de choses qui aujourd'hui nous paraissent full standard, comme l'emplacement des pédales. Sachez que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années avant qu'on se trouve le truc qui nous paraît le plus logique et que ça devienne la norme.
Dernière chose où on a pu retrouver ce genre de bizarrerie avant que ce se normalise ou que ça devienne standard, ça a été dans l'électrique. Les câbles, quand ils ont commencé à faire des voitures électriques, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord quelle norme de câble on allait utiliser. Et on s'est retrouvé avec du type 2, du CHAdeMO, du type 3, sachant que le type 3, c'était uniquement un type vendu en France, donc c'était une fortune le câble. Voilà, aujourd'hui, c'est combo type 2, tu branches ta voiture, tout le monde s'y retrouve. Et bien là, c'est pareil. Avant d'arriver sur des commandes qui nous paraissent aujourd'hui censées simples, il y a eu plein d'itérations où on s'est viandé. Et, je pense, je vous laisserai débattre de ça dans le chat, mais je pense qu'il y a des jeux vidéo où aussi on a mis beaucoup de temps avant de se dire, bah oui, pourquoi on n'avait pas fait comme ça depuis le début? C'était beaucoup plus intelligent au lieu de s'embêter à trouver des... Hop, je vous remets la cam sur la voiture. Quand ils ont voulu l'importer, ils voulaient fabriquer un maximum de choses sur place. Là, ils en ont chié. Là, les pneus. Là, les pneus, ça a été un des points compliqués pour eux, par exemple. C'était le... comment on fait? Et puis, on va regarder sous le capot. Comme je vous disais, alors, il fallait attendre une éternité pour recevoir sa voiture. Et 2, il fallait que tu puisses tout seul te démerder. Je vous ai parlé là de la possibilité d'installer une manivelle pour pouvoir démarrer ta voiture quand la batterie est à plat. Ils avaient aussi mis une pompe de carburant annexe, manuelle, sur certains modèles, pour que quand elle n'arrive plus à se réamorcer toute seule parce que la batterie est à plat et que tu as beau tourner la manivelle, elle ne démarre pas, il y avait une petite aide en plus. Ils ont même fait des boîtes à outils spécifiques que vous aviez dans la voiture. Et ce modèle a la boîte à outils. Bon, pas complète, mais il y a le modèle, il y a la boîte à outils, vous allez voir, c'est un peu cool. Alors, attention, parce qu'on peut faire des voitures entrée de gamme, entre parenthèses, mais on reste quand même fan de l'automobile. Comme une BM. Ou une Jaguar, un petit peu. Ça, je suis moins sûr. Au moment où il faut faut commencer à bricoler ta voiture, là je pense que tu peux t'en vouloir un petit peu plus que le capot s'ouvre dans ce sens-là, mais bon. Après, elle a été exportée dans pas mal d'endroits. Hein. Un petit truc, petite anecdote dans l'anecdote sur le à quel point le modèle a été vendu, exporté partout. On pouvait la trouver fabriquée pour le marché égyptien jusqu'en 2015. Mais là, à ce moment-là, vous n'êtes pas sur une vase, vous êtes vraiment sur une Lada. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? On a un moteur 4 cylindres. On est bon? On voit. Moteur 4 cylindres. Arbre à cam en tête, et ça, c'est la différence par rapport à la version italienne de la Fiat 126. Et il y a un truc qui m'a choqué quand j'ai commencé à l'examiner, le câblage. Ça a l'air con, ça, mais c'est un bon indice, je trouve. Le câblage est épais partout. Et c'est pas parce que la voiture est en 6 volts, hein. C'est une volonté. Il fallait que ce soit costaud. Petite ampoule, donc qui ne marche plus, mais il fallait que tu puisses la réparer de partout, donc petite ampoule. Et tout est putain d'accessible. Donc, quand la voiture elle est sortie, oui, sur une voiture ancienne, ça ne me choque pas que tu aies de l'espace et que tu aies une mécanique simple. Quand tu arrives en années 90, voire années 2000, et que tu as encore ça, un peu cool. Même très, très cool. Mais vous avez vraiment le moteur qui a fait
toutes les gigoulis. Le 4 cylindres, 1,2 litre, 70 chevaux, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 70 chevaux. Ce qui explique peut-être pourquoi après ils ont quand même tenté de se faire un petit kiff en mettant un rotatif dedans. Après, si tout le monde est équipé de ça, il suffisait peut-être juste de monter un tout petit peu la puissance de celle de la police et tu rattrapais tout le monde. Voir le bon côté. Un peu comme Bonnie and Clyde au moment de leur cavale dans les années 30, où tous les policiers roulaient en Ford A, eux volaient des Ford V8 32, 33, 34, et là forcément, tu rattrapes tout le monde. Ouais, je pense que c'est une des solutions. Mais, comme je vous disais, le basique, le simple, l'efficace. Et tout était pensé pour que tu puisses la bricoler sur le bord de la route. Après, tu vois aussi qu'au niveau de certaines finitions, bon, hein, on était peut-être moins regardant. Genre, vous avez vraiment le... Bon, je pourrais vous montrer ça. Voilà. Sur celui-là, ça se mettra mieux. Made in USSR. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est comme ça qu'on appelait la Russie avant. Vous avez les marquages qui sont full de travers. Tiens, même il y a marqué 2101 alors que c'est une 21. Charles, tu t'es fait avoir. Il y a écrit 2101 là sur le truc alors que sur ta carte grise c'est une 2105. Quoi? Si, là je te jure, hein, là il y a écrit 2101. Ils t'ont niqué. Il t'a pas donné la bonne carte grise. Tu t'es fait avoir. Pardon, en direct, en fait. Charles n'a pas acheté la bonne voiture. Il est en train de vérifier. Viens par là, Charles, juste un instant. Charles, viens, s'il te plaît. J'aimerais. Attendez. Bonjour. Alors, il y a écrit quoi sur ta carte grise? Non, on l'avait pas. Genre, attends, le numéro moteur, là, en haut, c'est le numéro moteur? Engine 2101. Oui. Et donc, le numéro moteur a le même nom que le premier modèle de la voiture? Ok. Ouais. Non, mais si t'es confiant, c'est... Regarde, là, dans le numéro VIN, tu as 2105. Ah ouais, ils sont vraiment pas emmerdés, ils ont les mêmes chiffres. Ah oui, oui, c'est vraiment... Gigouli. Lada. Est-ce que tu as sué? Tu as le bonsoir de tout le chat, Charles. Et il vous rend il vient faire bonsoir. Il vient dire bonsoir quand même. Tu es content de ta belle auto? Très content. Très, très content. Tu vas la garder longtemps? Oui. Si je l'ai passé vite, c'est peut-être pas pour rien. Je vous dis ça. Merci beaucoup à Le Bûcheron MDP pour ton resub. Plus que toi, le Raptor. Mais c'est pas... Non, mais attendez, c'est pas possible. Vous pouvez pas me chambrer à chaque fois. Vous savez que le Raptor, il a failli me tuer il y a un mois. Vous pouvez pas me chambrer là-dessus, quand même. Je regrette déjà la phrase. Tu commences quand, la vidange? La vidange, ce sera sur le Raptor. Elle a même pas besoin de vidange. Ça se vidange pas, ça, de toute façon, c'est incassable, on est d'accord. C'est déjà fait. Ah. Raconte, mais je l'ai raconté pendant un des streams. Si vous voulez, pendant qu'on essaye de regarder les derniers petits points sympas de l'auto, je peux vous raconter en même temps ce qui s'est passé avec le Raptor. Mais vous savez, j'ai eu le Raptor. Je raconte. Le Raptor a eu un rappel aux États-Unis parce que y a un défaut de conception qui, ma foi, quand on le voit de loin, est très con, mais j'imagine qu'il ne pouvait pas le repérer avant. Lorsque vous conduisez votre véhicule, qui est une boîte automatique, vous pouvez avoir une mauvaise surprise qui est
que le Raptor, de manière intempestive, à partir du moment où le calculateur de boîte commence à vieillir, le Raptor peut s'amuser dans le plus grand des calmes, quelle que soit votre vitesse engagée, de passer la 1. Ce qui m'était déjà arrivé il y a fort longtemps, et j'avais changé la platine avec Arthur pour que je n'ai plus de problème. La platine, à l'époque, que je l'ai changée la première fois, avait déjà plus de 150 000 bornes. Donc je me suis dit, dans 100 000 bornes, je rechangerai la platine et tout ira bien. Les chiffres n'étaient pas bons. Le Raptor à 180 000, la platine s'est remise à déconner. La boîte a passé la 1 alors que j'étais tranquillement en train de rouler à 70 dans des routes sinueuses, et j'ai terminé en faisant bosse, enfin route, sortie de route, vol plané sur bosse, atterrissage dans champ, plein de boue. Donc ils ont fait un rappel aux États-Unis qui fait que lorsque, oui c'était Baja, là c'était Baja, mais Baja par préparé. Ils ont fait un rappel aux États-Unis qui fait en sorte que quand la boîte perd la vitesse où elle est, soit elle passe le neutre, soit elle passe une vitesse entre parenthèses neutre qui est la 3, ce qui fait que la 3, vous n'allez jamais remonter trop en sur-régime, et au pire, vous êtes trop bas en régime et ça va, on peut être 3 ou 4. Là, j'ai appris une chose. Vous nous voyez souvent faire des cascades avec Sylvain. On les prépare en amont. Là, ce n'était pas prévu. C'est la première fois que j'ai vraiment un accident en voiture. Ça ne fait pas du tout le même effet quand tu n'es pas prêt. Et pourtant, il est fait pour faire des bosses et tout va bien. Tu te dis, j'ai fait juste une bosse, j'ai atterri. J'étais pas prêt, me suis fait mal, ça a fait mal à la voiture. Donc là, il est sorti de réparation. En plus, il fallait réparer la clim, et ça, on ne peut pas le faire là, parce que les clims, il vous faut tous les systèmes d'aspiration de gaz, parce que c'est un gaz à effet de serre, donc on ne va pas s'amuser à le libérer dans l'air. Il faut que j'arrive à trouver le moyen de faire une mise à jour de cette boîte de vitesse. Aux États-Unis, le rappel a été fait. En France, les gens n'ont pas forcément le soft qui permet de le faire. Certains ont la valise qui permet de se connecter et de faire le rappel. Petit souci, il faut acheter la licence du soft exprès pour. Ils la vendent 2 000 €. Ouais, ça, c'est les douilles. Ça, on pourrait faire une très très longue vidéo sur ça. Lorsque vous êtes constructeur, vous avez des valises, lorsque vous êtes concessionnaire, vous avez des valises constructeurs. Ces valises vous permettent de rentrer avec l'OBD dans plus de choses que des valises, entre parenthèses, grand public ou des valises multimarques. Le défaut de ça, c'est que la valise, par rapport à une valise multimarque, coûte une fortune. Genre, ça va de 10 à 40 000 € selon les marques. Et en plus de ça, chaque année, vous devez payer la licence. Et en plus de ça, pour certains modèles, comme par exemple le Raptor, qui est un modèle qui est comme peu commun chez nous, en F-150, vous devez payer une licence en plus. Voilà. Donc, pour l'instant, la solution sera sûrement de rechanger la platine, qui coûtera beaucoup moins cher que de changer, de faire la mise à jour. Problème, c'est que je peux me retrouver dans la même situation. Donc, c'est encore en débat avec moi et moi-même sur ai-je envie encore de prendre le risque? J'aurais tendance à dire que non. Mais bon, c'est intérieur. Mais c'est intérieur. Et incroyable. Comment je pourrais vous... C'est vraiment un sol en sky. Je trouve ça incroyable. Alors, à chaque fois, j'ai peur de tâcher en m'asseyant dedans parce qu'il n'y a pas de tapis de sol, vu que là, c'est full sky. Et je trouve, alors là, vous allez peut-être m'arrêter et je vous laisserai juge de ça. Je trouve qu'elle a un petit côté Volvo. Vraiment, avec les... Vous savez, vous...
Je sais pas, Charles, t'es pas je trouve qu'elle a un côté Volvo, là. Les petites aérations entourées de chrome et tout. Tu retrouves l'esprit. Non? Ah, je trouve quand même le chat. Alors, le volant, non. Et puis, vous avez le logo en plein milieu, donc non. Mais je sais pas, j'ai peut-être le petit côté basique du. Alors, ne cherchez pas l'autoradio. Ne cherchez pas autre chose qu'un chauffage dedans, d'accord? C'est vraiment la seule option qu'il y a. Mais après, aucune inquiétude sur les pannes. Vous avez quand même la vitre arrière euh, défrigérante, chauffée. Et il y a une chose qui me fait marrer, et c'est là où on retombe sur l'anecdote de pourquoi ils proposaient une version pour le froid avec une manivelle pour le démarrage. Au milieu, là, juste au milieu du volant, décalé. On pourrait se dire, bah, je suis au centre du volant. C'est le compteur qui se voit le plus. Il faut vraiment que. Elle fait grande de l'extérieur, mais quand on est dedans, on n'a pas tant de place. Hein. Ah, pardon, bonjour. Attendez, je vais réussir à vous rentrer dedans. Pardon, excusez-moi, ça doit être gerbouillou là, mais pas abîmer la voiture de Charles quand même. Prête gentiment. Tout va bien, tout va bien. On s'y retrouve. Tout le monde vient de gerber partout, mais hop, voilà, on est bon. Le truc qu'ils mettent le plus en avant, et je pense que ça montre que ça devait être quelque chose d'important pour eux, c'est pas le niveau d'essence, hein, c'est ce qui vous reste de batterie. Et les batteries, ça n'aime pas le froid, donc je trouve ça génial. Genre, tu as vraiment le truc au milieu. Non, c'est le niveau de batterie. Alors, cherchez pas le contour, hein. Il n'y a pas. Il y a pas. On est vraiment sur le basique. Vous avez essence, eau, un voyant pour la pression d'huile, faut pas déconner quand même, et batterie. Ça devait arriver souvent en panne, ça, pour qu'ils te le mettent aussi bien, non? Après, vous avez la petite manivelle là pour passer en mode hiver, qui vient dans le moteur fermer un peu l'arrivée d'air pour permettre de chauffer plus ou moins. Parce que dans le froid, les voitures, elles ont tendance à avoir du mal à chauffer, ce qui n'est pas bon pour la mécanique. Donc, on prive un petit peu de refroidissement, ce qui fait que la voiture chauffe plus facilement et peut tourner dans des conditions meilleures. Mais le basique. Puis ce sol en sky, je suis navré, mais ce sol en sky. C'est peut-être pas con, plus facile que la moquette à laver. Hein. En tout cas, le mec qui a mis l'option à l'époque, il s'est fait plaisir. Hein. C'est le seul kiff qui s'est pris dans cette voiture. Il a pris une option, sol en sky, biton. Ah, il y a quand même un. Alors, pardon, je corrige. Je vous disais, il n'y a pas beaucoup d'options là-dedans. Bah, si, il y a quand même un truc important. Dans les années où c'était. Après, peut-être qu'ils l'ont gardé de la Fiat. Sur les voitures italiennes, c'était vraiment très très important d'avoir l'allume-cigare. Petit dernier point. Les warnings. Ils ont mis les warnings à la place de la clé. Et donc, il fallait bien mettre la clé quelque part. Ils sont pris pour Porsche. Voilà. Je vous parle souvent de choses qui nous paraissent logiques aujourd'hui, la plupart du temps, à part pour les Porsche, dû à l'histoire, les clés sont à droite. Là, non. Oh oui. Ouais. Non, mais c'est. Pardon. Excusez-moi. Je vais remettre l'autre caméra, parce qu'après, on a quelque chose à aller voir dans le coffre. Et comme je vous disais, il fallait que ce soit une voiture accessible. Voiture accessible, qui veut dire. Cherchez pas le deuxième rétro, il n'y en a pas.
Alors, c'est quand même plus commun, hein, mais Arthur est dans le coffre? On pourrait. Le coffre est grand. Il y a de la place. Ça se rajoute un rétro? Oui, bah oui, tu peux rajouter un rétro, mais j'ai vraiment connu cette voiture. Je ne sais pas pour vous. J'avais connu cette voiture avec vraiment l'essor des dashcams sur YouTube. Et je la voyais à chaque fois. Je me disais, mais c'est quoi cette voiture? Putain, jamais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et en cherchant, j'avais commencé à me renseigner. Et je me dis, mais putain, mais c'est trop d'histoire sur cette caisse. Aujourd'hui, trouver un modèle non export, donc c'est pas une Lada, vous avez vraiment la Vase Gigouli, c'est quand même peu commun. Sur le bon coin, quand vous en voyez passer une, c'est. Je pense que c'est plus facile de voir une comète passer que de voir une Vase Gigouli non export passer sur le bon coin. Ah, il y a des aficionados du modèle. Et qu'est-ce que je comprends? Petit point coffre. Comme on se disait, il fallait que ce soit une voiture qui puisse tout faire. C'est pour ça qu'ils sont partis de la base de la Fiat 126. 124, autant pour moi, pardon. Grand. Comment le grand? Et ça doit être une des raisons pour laquelle ils l'ont choisi. On est sur du gros coffre. Et là est la petite partie, alors oui, il y a aussi l'option Sky, hein, on le mettre partout. La petite partie qui la distingue du modèle italien, il fallait que tu puisses la réparer tout seul. Donc, elles étaient fournies avec des boîtes à outils, Vase, Made in USSR. De toute façon, alors le Made in USSR, il est marqué à peu près partout sur la voiture. Mais là, ils l'ont remarqué en grand au cas où. Et vous aviez, alors malheureusement, il n'y a pas les outils dedans. Là, je suis navré. Mais vous aviez une boîte à outils pour que vous puissiez vous dépanner, même au milieu de la toundra russe, pour pouvoir repartir. Mais même là, je trouve qu'elle a un petit côté Volvo. Perso, je trouve que c'est un petit côté Volvo, ce pare-choc là. Mais bon, on est vraiment, comme je vous disais, sur dessine-moi une voiture, quoi. USSR, alors USSR, c'est Russie avant 1989. Enfin, ah, l'URSS. Joseph, tu peux nous dire si tu es fan de Volvo? Non, j'aime bien. Alors, j'en ai jamais eu. J'ai failli, un moment, avoir une Volvo Amazon. Je pense que vous savez pourquoi. on, Vous doutez un peu pourquoi j'apprécie cette voiture. Vous en faites pas, on peut la démarrer, Charles, ça t'embête pas à la fin? On la fera démarrer avant la fin du live. Et c'est sur ça qu'on terminera. Pardon, j'ai fourché. Mais j'ai connu les Volvo. Mon grand-père roulait en Volvo. Donc petit attachement auprès de ces voitures toutes carrées, telles la brique qu'elles étaient. Et j'ai beaucoup aimé. Et à un moment, failli acheter une Amazon. Et l'opportunité était tombée et ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est l'Amazon que Arthur a récupérée, l'Amazon verte. Au départ, j'étais sur les starting blocks pour participer au projet. Après Volvo, après une Tesla, je vous laisserai juge sur le bon ou le mauvais investissement que ça a été.
J'ai arrêté, j'ai reposé la balle. Je suis désolé, bah, attendez, vous savez quoi? On va directement régler le problème. Parce que si je la garde à proximité, à chaque fois, je vais vouloir la triturer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sur la partie mécanique, alors là, c'est une partie qu'on verra un petit peu moins, et c'est même pas sous la voiture. Il y a eu d'autres soucis. Donc, comme je vous disais, quand ils ont reçu la Fiat, quand ils ont essayé la Fiat de laquelle découle la voiture, ils se sont rendus compte qu'au-delà que la tôle n'était pas assez épaisse, que les freins n'étaient pas assez costauds, que la voiture n'était pas assez élevée, il y avait aussi un peu que le moteur ne correspondait pas à ce qu'ils cherchaient. C'est pour ça que c'est devenu un arbre à cames en tête. Il y avait autre chose, c'est qu'ils voulaient une boîte costaud. Costaud. C'est-à-dire que par rapport à la Fiat 126, ils ont tout, 124, ils ont tout renforcé. Voilà, ils ont renforcé, pour vous dire, ils sont allés jusqu'à renforcer les synchros. Donc c'est ce qui permet au moment des changements de vitesse, c'est ce qui vient petit à petit accoupler la vitesse de la boîte avec la vitesse du moteur. Il fallait que ça tienne longtemps. Et tout a été pensé pour ça. Et c'est pour cette raison que j'adore cette voiture. C'est qu'on a vraiment l'archétype un peu comme le Raptor, vous savez. Pas assumé celle-là. Non, je l'assume pas. Allez, ne me jugez pas, je l'assume absolument pas. Vous avez. Je suis vraiment en train de me marrer tout seul sur cette vanne. Il ramène tout. Il ramène tout au Raptor. C'est terrible. Il n'y a plus qu'une voiture dans sa vie, c'est le Raptor. En plus, comparer le Raptor à cette voiture, c'est terrible dans les deux cas, en fait. Tu peux pas faire ça. Ah putain, je viens de le lire. Ah, je viens de le lire dans le chat et tu m'as eu. Attendez, que je vois qui. Merci à Yann B22. Et la phrase est oui, oui, la boîte est robuste. Vanne parfaite. Vous avez vraiment, un peu comme à l'image de la 2 chevaux, une voiture qui était nécessaire pour l'essor du pays. Ils avaient besoin de mettre les gens sur des voitures, dans des voitures, d'utiliser l'automobile pour permettre l'essor économique du pays. Et donc, pour faire en sorte que la voiture se vende à un maximum de gens, ils ont fait la voiture la plus basique, mais la voiture qui répond le plus aux besoins primaires des gens pour pouvoir se déplacer. Et c'est là que c'est vraiment sympa et intéressant. Et c'est ça que j'adore. C'est que si vous regardez ce qu'on a dit tout à l'heure, la voiture la plus vendue, c'est la Ford T. La Ford T, elle a été faite pour mettre les États-Unis dans des voitures. La deuxième voiture la plus vendue, c'est la Coccinelle. La Coccinelle, elle a été faite pour, voiture du peuple, pour faire en sorte de mettre l'Allemagne dans des voitures. La Lada Giguli, elle a été faite pour mettre des gens dans des voitures. Et ça a l'air con comme ça. Mais si vous regardez donc les 3 modèles de voitures les plus vendus, eh ben c'est les voitures qui vous rendent le service de voiture. Et il n'y a pas besoin de plus. Aujourd'hui, on adore nous rajouter plein de trucs pour te convaincre d'acheter le dernier modèle à un rein et demi. Et encore, il faut aussi peut-être un demi-rein d'enfant. Mais les chiffres le montrent, à chaque fois, ce qui s'est le plus vendu, c'est ce qui répondait le plus possible au cahier des charges. Et pourquoi ils ne sont pas embêtés à la changer? Ils la vendaient. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est là la différence, on pourra voir. Et je vous ai préparé justement, j'avais préparé petit passage photo pour qu'on puisse comparer avec la Fiat 126. Toujours la Fiat 124, Joseph, hein, d'ailleurs. Non, mais au bout d'un moment, je vais y arriver. C'est juste une question de persévérance. Là, je vais vous la mettre là. Hip, hop, hop. Non. Comment je peux l'afficher ici? Capture d'écran, diaporama, image.
image. Hop. Télécharger. C'est pas mis au bon endroit, c'est ça l'idée. Enregistrer sous. Lecture de fenêtre. Là, vous avez donc la Fiat 124. Qui était la base de laquelle ils sont inspirés. Voilà, on va la mettre là, elle est toute mignonne. 124. C'est la base qui a permis de créer la Lada 2101. Vous pouvez voir les petites diffs. Devant, nous, on commence à avoir des phares carrés. Alors oui, on n'est pas exactement sur le même modèle. Par contre, on est sur la même base. Et c'est ça qui est fou. Pendant près de 40 ans, 40 ans, ils vous ont fait ça. Et ils se sont dit, ouais, ça se vend, pourquoi on s'arrêterait? Ça marche. Pourquoi t'embêter quand ça fonctionne? Vous voulez qu'on la démarre? Ah, excusez-moi. Bon, je me suis carrément gouré de boutons. Ouais, j'arrive. Ouais. Hop là, on va mettre ça là. J'ai demandé à Charles, parce que alors il paraît qu'elle est un poil capricieuse. Oh, comment j'ai jugé. J'ai jugé. Elle est pas oui, bon, elle est un peu capricieuse, donc un peu plus compliqué à démarrer. Mais comme ça, je fais pas de bêtises. Imagine, j'oublie, tu sais, je laisse une vitesse enclenchée, je l'encasse dans le mur d'en face, on va tous se sentir bêtes. Alors, tu feras attention, parce qu'il y a une... Alors, celle-là, il ne faut pas l'utiliser parce qu'en fait, elle est cassée, la clé, et c'est pour ça que tu as mis une croix dessus. Voilà. Je t'en prie. Alors, vous attendez pas non plus à un bruit incroyable. Hein. Bah, no offense, mais bon, on est sur le basique de l'auto, quoi. J'adore. Pas la question. Je suis content que c'est pas moi qui ai essayé de la démarrer. Ah, la démarre. Les gens apprécient le son. Ah bah on est vraiment sur l'archétype de la voiture de ces années-là, non, mais voiture années 70, 80, 4 cylindres. Sur ce, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve lundi 19h pour un... Elle sonne comme la guerre froide. Ouais, c'est pas mal. Ça coûte combien? Ça dépend parce qu'il y en a rarement sur le marché. Ça va c'est autour des 8 quand elles sont en bon état, 8, 9. Mais c'est un modèle rare parce que c'est pas la Lada Gigouli, c'est vraiment un modèle pas export. Donc, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve lundi 19h pour un nouveau stream. Et ce sera, je pense, sûrement vidange sur le Raptor. Comme je vous disais lundi, il y a un peu d'entretien à faire dessus. Donc, on va bosser sur ça. Je vous dis donc à lundi. Passez un excellent fin de semaine et un excellent week-end. Tous les accords n'étaient pas bons. Et on terminera sur le mot de la fin, parce que la voiture commence à sentir, et j'ai la tête qui tourne. Elle est réglée riche, Charles, dis donc. Hein, et elle est... Ah ouais, elle est... Tu sais le prix de l'essence en ce moment? En poule.